stratégies de la business. Donc, c'est quoi ton plan d'affaires? Puis là-dedans, c'est quoi les valeurs clés que tu as? Puis pourquoi tu fais ça? Tu sais, c'est quoi tes objectifs d'affaires? Parce que ça va te coûter de l'argent de faire venir quelqu'un. Puis, tu sais, faut le faire pour les bonnes raisons, puis que ça crée de la valeur après. C'est ça. Puis c'est comment tu vas chercher cette valeur, puis c'est à quoi que tu essaies de répondre comme objectif. De ce que tu viens de décrire, les 5 dernières minutes, tes yeux brillent, puis là, tu tripes, puis là, tu parles, puis là, donc, on sent la passion, on sent un modèle d'affaires, je dirais, unique aussi. Ce que j'aime de ce que tu dis, Adrien, c'est que tu comprends bien ton client. La mission d'ADN, là, c'est changer le monde d'une connexion à la fois. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Hypercroissance qui se spécialise dans la croissance humaine et pérenne des leaders et leur organisation. Notre raison d'être est vraiment d'humaniser la croissance des organisations avec nos livres, nos formations en ligne, nos bootcamps, notre accompagnement collectif, le Mastermind Hypercroissance. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, voir plus clair et avoir un impact. Apprenez-en plus sur hypercroissance.com. Vous êtes au point où vous avez besoin de changement, vous vous sentez submergé et vous souhaitez mettre en place les meilleures pratiques d'affaires? Mon bootcamp Hypercroissance est fait pour ça. J'adore aller à votre rencontre avec des ateliers virtuels, des outils pratiques et un accès à vie à notre formation en ligne. Vous aurez ainsi tout ce qu'il vous faut pour aligner votre fameuse clarté de vision. Durant 4 demi-journées d'ateliers, je vous accompagne afin que vous ayez en main votre plan de croissance en une page après un blitz d'1 mois. Tous les détails pour vous inscrire sont dans la description de l'épisode. Adrien Tombary, bienvenue. Merci beaucoup, Cléo. Merci pour l'invitation. Très heureuse que tu sois ici aujourd'hui. Et dans tes belles couleurs qui représentent ton entreprise, ADN Conférencier, pour laquelle tu es fondateur et président depuis maintenant 5 ans? Un peu moins. On va fêter les 5 ans cet été. Cet été. Bon, ben on est en 2025, donc les 5 ans s'en viennent. Et j'aime ça, tu as des bas jaunes. Ceux qui ne nous voient pas, il y a des bas jaunes, il y a un beau chandail jaune. Ça frappe l'imaginaire. On est on brand. On est on brand. On ne perd pas une opportunité. C'est ça. Exactement. Ah, ben, très contente que tu sois ici. Adrien, on s'est connus par l'entremise de Sophie Reiss. Effectivement. Qui est avec moi sur la fondation. On est ensemble sur la fondation Garde tes cheveux, qui est une top conférencière de ton réseau. En fait, tu vas nous parler un peu de ton modèle d'affaires qui est unique. Puis je trouvais ça important aussi d'amener non seulement parler de ton modèle d'affaires, mais de savoir que tu existes aussi pour la communauté hypercroissance qui cherche souvent des conférenciers, des gens pour aller régler des problématiques ou inspirer leurs gens. Fait qu'au moins, on va pouvoir connaître ce volet-là à travers notre communauté. Fait que merci d'être là. Ben, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Puis le studio est magnifique. Je suis vraiment content d'être là. Oui, c'est le fun. On est bien. On va rentrer dans notre petite bulle avec l'équipe qui est ici. Donc, super. Et ce que je veux, en fait... je commence toujours mes entrevues de la façon suivante. Pour moi, c'est important de comprendre l'humain. Puis je me rappelle les premières fois qu'on s'est parlé, Sophie me disait, elle dit, tu vas voir, elle dit, il est génial, il est magnifique, il est extraordinaire. Et effectivement, tu as un côté humain assez fort. Mais j'aimerais ça prendre le temps aujourd'hui de savoir d'où tu viens. C'est quoi tes origines? Et tu as un bel accent. Donc, dis-moi un peu, raconte-moi ton histoire. Avec plaisir. Ben, il ne vient pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'accent. Peut-être qu'on avait remarqué. Mais je suis franco-tunisien, en fait. Mon père est tunisien, ma mère est française. Je suis né à Paris. Personne n'est parfait. Puis, j'ai déménagé rapidement dans le sud de la France où j'ai fait mon adolescence et la première partie de mes études. Puis, j'avais une envie d'aller voir ailleurs, de voir d'autres choses. J'étais un peu tanné de la France et des Français. Et donc, je voulais voir d'autres choses. Et par un certain nombre d'étapes, je suis arrivé donc, à Montréal pour finir mes études, en fait. Donc, j'ai fini mon bac en communication à l'UDM. J'étais venu pour 1 an, initialement. Puis je suis tombé en amour avec le Québec, avec Montréal, avec les Québécois, les Québécoises. Puis non, j'ai vraiment apprécié. J'ai décidé de rester. Donc, j'ai fait une maîtrise après en affaires internationales marketing à HEC.
OK. qui a été un super beau projet et un projet à travers lequel j'ai eu la chance de faire un premier projet à impact social, mais en alliant mes compétences de business au service d'une cause au Brésil. Et puis on va le voir après, tu sais, dans l'histoire d'ADN, il y a un peu cette mission sociale aussi qui est super importante. Puis j'ai vraiment découvert une passion en fait pour ce projet-là. On a travaillé sur une île avec des communautés traditionnelles dans l'état de São Paulo pendant la Coupe du Monde au Brésil. Bref, c'était incroyable. Et donc j'ai toujours eu après cette volonté un petit peu de mettre des connaissances d'affaires au service de causes qui sont un peu plus grandes que nous. Puis je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec tout ce qui se passe au niveau macroéconomique, ces valeurs-là sont encore plus importantes que jamais. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'histoire. Au niveau universitaire, on va dire. Puis j'ai terminé les études. J'ai décidé de rester à Montréal. Ça fait donc 15 ans maintenant. Travaillé chez Infopresse pendant plusieurs années à la direction des contenus des conférences, justement. Donc, je créais des conférences à travers l'année pour des professionnels en communication marketing à l'époque principalement. J'ai eu la chance d'occuper un rôle similaire pour le réseau QG100. Peut-être que certaines personnes qui nous écoutent d'ailleurs sont membres de ce super beau réseau d'entrepreneurs, des entreprises québécoises, toutes de 25 millions de chiffre d'affaires au minimum avec des activités à l'international. Puis dans ce cadre-là, justement, la job, c'était vraiment de créer des programmations de contenu engageantes pour les PDG de ces organisations, ainsi que l'ensemble de leur comité de direction au niveau des fonctions vice-présidence. Et c'est ça c'est le chemin qui m'a amené tranquillement vers l'entrepreneuriat. Mais c'est une réponse très longue à une question qui était courte, mais c'est un peu l'histoire. Oui, mais non, mais attends, moi, j'ai plein d'autres questions là, dans ton parcours. Là. Et là, dans le fond, tu retournes quand même les étés. Tu retournes et tu sais, quelques fois. Et comment ça se passe? En fait, moi, je veux comprendre le Adrien qui est tombé en amour avec le Québec. En fait, il y a quand même un choc culturel. Alors, tu sais, comment tu as vécu ça? Qu'est-ce qui t'a charmé? Tu sais, juste pour comprendre un peu ce volet-là. Oui, je rentre souvent en France. En fait, c'était une des raisons. C'est un peu bizarre à dire comme entrepreneur, mais quand j'ai parti la business, j'avais ce besoin d'indépendance. J'aime le Québec, mais je suis très fier et de mes racines franco-tunisiennes, puis très proche de ma famille, en fait. Puis je trouvais ça difficile de ne pas aller assez, en fait, souvent, comme je l'aimais en France quand j'avais des employeurs, puis c'est correct. C'est un certain nombre de vacances limitées. Donc maintenant, je travaille 2 à 3 mois depuis la France, ou même je navigue un petit peu. On a la chance en 2025 de pouvoir, avec un ordinateur et un deuxième écran, travailler de pas mal n'importe où et d'être très productif, puis de gérer une business. Donc oui, je rentre souvent en France, puis j'aime ça, puis on va se croiser probablement en Provence très bientôt. Mais le Québec tombait en amour juste avec les gens, pour vrai. La mentalité, la gentillesse des gens m'a beaucoup marqué. Ce qui m'a initialement aussi un peu choqué, mais positivement, c'était qu'au Québec et à Montréal, c'est pourtant une très grande ville, jamais de sentiment d'insécurité. C'est des choses en France que tu croises quand même malheureusement souvent. Puis ça, c'était vraiment quelque chose qui j'avais pas d'enjeu moi-même, mais tu as des vraies questions quand tu as une blonde, une sœur, dire « OK, bon, bah, t'es sorti ce soir, texte-moi quand t'es rentré », tout ça. Tu sais, ce côté-là, en fait, je trouve qu'on l'a beaucoup moins au Québec. C'est quelque chose, et puis encore une fois, je généralise ici peut-être, mais c'est quelque chose que je trouvais le fun, en fait, parce que, tu sais, on navigue dans un univers qui est très humain, puis qui est sécuritaire. Puis c'est ça, donc il y a eu beaucoup ce côté-là. Puis, tu sais, genre Montréal, l'effervescence de Montréal, c'est une ville que j'adore. Il y a tellement de cultures qui se rencontrent, qui sont différentes. Tu sais, moi, ça me parle beaucoup, tu sais, au niveau culinaire, au niveau... Même pour une grande ville nord-américaine, des espaces verts, tu sais, de l'offre culturelle qu'il y a. C'est des choses que j'adore. J'ai pas mal été justement investi dans le milieu culturel avec MAP Montréal, puis des festivals comme ceux-là que j'adore. Donc, il y a vraiment cette... Tu sais, Montréal, c'est comme une grande ville, mais c'est une petite ville en même temps. Tu sais, je trouve qu'il y a ce côté vraiment... que j'adore. Je suis contente de voir comment tu le décris exactement. C'est vrai ce que tu dis, tu sais. Et quand tu as fait tes études, en fait, est-ce que tu savais, jeune, que tu voulais t'en aller en business ou que tu voulais faire une maîtrise? As-tu toujours eu cette clarté-là? Ou... Non, le parcours a été, honnêtement, pas difficile. J'ai toujours eu des... Ça n'a jamais été difficile l'école, mais j'ai toujours été très turbulent à l'école quand j'étais plus jeune. Donc, parfois un peu plus difficile, mais je n'avais pas la volonté, non, initialement d'être entrepreneur. Tu sais, je me voyais plus dans un rôle
pourquoi, je ne sais pas, mais en marketing, c'est un rôle senior en marketing dans une grosse corpo. C'était un peu ça ma vision. Puis finalement, je me suis orienté vers le business international. Il y a toujours eu, depuis que je suis jeune, ce côté international. C'est n'importe quoi que je disais, je veux faire de l'événementiel international, je veux faire des choses. Il y avait toujours ce côté-là. Côté international. Puis j'ai fait une maîtrise en affaires internationales. Donc, je suis à un moment, inconsciemment, je pense que les points sont alignés, mais ça n'a pas été quelque chose qui a été si stratégique dans l'approche. Je pense que, ou inconsciemment, il y avait des choses que je voulais faire qui étaient peut-être coincées dans un endroit, dans le cerveau, dans le cortex, puis finalement qui sont réalisées. Mais non, le côté entrepreneurial, jamais. J'ai toujours eu l'esprit... Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Non, Même pas du tout. Donc, c'est pas un volet. J'ai pas eu de modèle entrepreneurial. Je sais que souvent, c'est quelque chose qui arrive quand il y a des entrepreneurs, mais peut-être que je serai, je l'espère en tout cas, dans l'autre sens, l'inspiration pour mes enfants à être eux-mêmes entrepreneurs, parce que j'en ai pas encore, mais c'est ça, c'est super le fun. Moi, j'adore ça. Ça vient avec beaucoup de belles choses. Ça vient aussi avec des défis qui sont réels. Puis je parle à ma taille, qui est une taille d'entreprise quand même plus petite que probablement la majorité des personnes qui sont passées derrière ce micro, mais ça reste que il y a un volet très excitant, puis en même temps très difficile dans l'entrepreneuriat, mais je pense que si tu es passionné, puis ça me caractérise bien, je pense, puis c'est ce que les gens me disent souvent, je suis vraiment passionné par la business qu'on fait, sky is the limit, donc c'est ça. Oui, puis il y a même le branding qui suit toujours, etc. C'est parfait. Mais en fait, une question que j'ai pour toi, c'est tu arrives ici, tu étudies, tu fais tes études, tu arrives ici, tu t'occupes des postes super intéressants, on parle d'infopresse, etc., et tu es connecté, mais à un moment donné, tu passes d'intrepreneur à entrepreneur. Et là, j'aimerais que tu nous parles un peu de cette période-là ou de cette transition-là, de comment ça s'est fait, parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent s'en aller en entrepreneuriat puis qui n'ont peut-être pas le guts non plus de le faire. Fait que parle-nous de ça. Oui. Mais dans le fond, je suis donc... Pour revenir un peu à l'histoire d'Infopresse, je fais mon stage chez eux en tant que journaliste quand je fais mon bac en com. Finalement, je fais ma maîtrise. Juste après ma maîtrise, je commence. Puis donc, je suis responsable des contenus des conférences, donc des conférences en communication marketing principalement. Puis là, on commence à faire des conférences. Je passe directeur du centre de formation. Puis, en fait, je travaille à ce moment-là avec des organisations qui sont des agences de conférenciers et de conférencières, notamment au niveau américain. Donc, on fait venir des gros speakers internationaux pour des grands rendez-vous, marketing, ce genre de choses-là. Puis, il y a un truc qui me chicote dans la façon dont je suis servi comme client avec ces gens-là. Il y a un certain nombre d'irritants que j'ai. Puis là, je suis comme, OK, bon, une fois, deux fois. Puis après, je dis, mais je pense qu'il y a un potentiel pour à l'époque Infopresse, de développer une agence de conférenciers à l'interne, parce que je pense que ça répondrait à un besoin qu'il y a dans le marché. Puis au lieu d'aller sourcer justement des speakers à l'international avec des agences dont on n'est pas content du service puis qui nous coûtent relativement cher, on pourrait le faire à l'interne. Puis ça ne trouve pas nécessairement l'écho escompté. Je n'avais peut-être pas la crédibilité à l'époque, puis c'est correct, et assez d'expérience pour qu'on accepte cette idée-là, mais je suis têtu, donc c'est resté dans un coin de ma tête. Puis je me disais, OK, il y a un potentiel. Puis en 2018, dans le fond, à l'époque, donc ADN, je l'ai lancé avec Johan, qui était le directeur des ventes chez Infopresse, qui est un ami que j'ai racheté en fait suite à la création. Mais tous les deux, on se monte un petit peu la tête, puis on se dit, mais il y a un truc à faire, donc on y réfléchit. Puis 2018, j'ai l'opportunité, alors qu'on veut lancer, de me joindre au réseau QG100, justement, qui viennent me chercher pour avoir un rôle similaire à celui d'Infopresse, mais à une toute autre échelle, bâtir des contenus pour vraiment des grands exécutifs des plus belles compagnies québécoises. Puis ça, c'était une expérience au niveau entrepreneurial exceptionnelle pour ma compréhension. Parce que tu connectes avec ces gens-là. C'est ça, fait que ces gens-là, j'ai vu des leaders de compagnies de plusieurs dizaines de millions, milliards, parfois de chiffre d'affaires, voir discuter de leurs enjeux, comprendre comment ils fonctionnent, puis parler avec leurs exécutifs pour voir par fonction, CFO, CHRO, CMO, c'est quoi leurs enjeux à ces gens-là aussi, puis essayer de les comprendre, puis trouver des solutions à travers des contenus à haute valeur ajoutée. Mais bref, donc dans ce rôle-là, je continue à faire ce que je faisais et je continue à être au contact d'agences de conférenciers et de conférencières, mais encore plus à un autre niveau. On fait venir vraiment des sommités mondiales sur des thématiques précises. Puis là encore, même constat, toujours pas super satisfait par l'offre qu'il y a dans le marché. Puis l'idée, c'est pas de cracher sur qui que ce soit, évidemment, ou les compétiteurs ou quoi, mais j'étais vraiment
il y a des choses qui me chicotaient, le manque de diversité, le manque de qualité de service. Puis c'est ça, c'est comme ça que, tranquillement, pas vite, on est arrivé à finalement à lancer ADN, dans le fond, en 2020. Donc, j'ai fait mon 2 ans au QG100. C'était acté. Je leur avais dit, en fait, quand je suis rentré, on travaille ensemble 2 ans, puis dans 2 ans, je veux vraiment partir ma business, qui est une agence de conférenciers. Donc, c'était clairement établi. Je suis tellement content d'avoir pas pressé pour partir en 2018, parce que ce que j'ai appris en 2 ans au QG100, je pense que c'est comme j'ai fait un MBA exécutif très, très rapide, juste au contact de ces gens-là, même si je n'ai pas eu de théorie, en termes de pratique, puis de comprendre qu'est-ce que tu traverses comme enjeu d'un PDG d'une organisation de cette taille-là. C'est immense comme qualité de knowledge. Il y a très peu de gens qui peuvent avoir et se targuer humblement d'avoir accès à ce niveau de seniorité-là. Donc ça a été incroyable. Puis donc peut-être le commentaire qu'il faut retenir là-dedans, tu disais par rapport aux jeunes audiences et tout, ou les gens qui veulent partir, qui sont intrapreneurs, qui veulent partir leur business, c'est déjà, sois têtu, puis si tu penses qu'il y a un bon fit, vas-y. Une opportunité que tu crois, puis qui te passionne, exact. Puis je me rappellerai toujours, j'avais un prof, Pierre Balloffet, qui était un prof de marketing que j'avais à HEC, puis il nous disait, OK, pour partir une business, dans un contexte entrepreneurial, lui, il s'asseyait dans le métro, puis il regardait les gens, il regardait les choses qui tournaient autour de lui, puis il essayait de trouver des problèmes, puis avec ces problèmes-là, en fait, de trouver des solutions. Puis je pense qu'il y a vraiment ce côté, j'avais des irritants, il y a des choses que je trouvais qui ne marchaient pas. Problème, OK, comment tu mets et tu commercialises une offre, dans le fond, qui va venir répondre à ces enjeux-là. Puis ça a été une chance, en fait, d'être dans la position du client, parce que je sais ce que mes clients, maintenant, dans l'autre sens, cherchent. Donc, il y a vraiment ce côté-là de... J'ai fait une analyse de marché où j'ai fait un test de mon produit, mais reverse engineering un peu, là. Donc, ça a été quand même le fun. Donc, tu sais, comprendre le produit, voir qu'il y a un enjeu dans le marché, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Puis comment tu réponds à cet enjeu-là, je pense que ça, c'est une chose. Aller à fond dans tes idées. Puis, moi, je n'ai pas analysé. Je suis parti comme... vraiment sans même avoir de business model. Si je repartais une business demain, je serais comme... Ça fait pas de sens ce que tu as fait, Adrien. C'est fou. Oui, mais tu t'es lancé, puis ça avait... Oui, mais en même temps, si on comprend ton histoire puis ton parcours puis l'historique, tu l'avais vécu dans le cadre d'InfoPresse, cet irritant-là, et tu le revis dans un autre cadre de travail. Et puis, je vais dire surtout avec la situation économique en ce moment, raison de plus pour avoir peut-être des gens qui ont une voix qui est locale, Et là, ça t'amène. Fait que, tu sais, en même temps, c'était comme un peu prédestiné à faire ça. Tu as juste eu le courage de plonger, non? Et tu as plongé pendant la pandémie, right? Oui, ça, c'était quand même ça, c'est le bold move quand même. Donc, juillet 2020. Oui. 7 juillet, on lance officiellement ADN avec Yohan à l'époque. Comme le monde en juillet 2020, ça va pas bien. Tu sais, l'industrie événementielle, c'est catastrophique. Les gens qui sont dans le marché à ce moment-là, les agences de conférenciers, ils perdent des clients. Ils ont du mal à se réinventer dans un contexte où on fait que du virtuel parce qu'ils n'ont jamais fait ça. Puis moi, je pense que la chance qu'on a eue, pour vrai, à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas eu besoin de se réinventer. On a eu juste besoin d'inventer de nouvelles façons de faire au niveau notamment virtuel, puis créer du contenu, trouver des intervenants qui peuvent venir parler à des équipes, à des clients de façon virtuelle. Puis je pense que ça nous a... J'aurais été beaucoup moins bon. Peut-être qu'on ne serait pas rendu... Si j'avais lancé avant, puis que là, finalement, j'avais eu des biais fonctionnels de la façon dont tu travailles de façon présentielle. Là, j'étais comme, OK, on y va. Si dans 6 mois, je suis capable de mettre du beurre dans les épinards puis dans les pâtes, c'est que ça fait du sens, ce qu'on veut faire. Puis si on se parle, et puis si je suis assis là après presque 5 ans, c'est que le pari était bold, mais plutôt réussi. Donc c'est ça. Mais ouais. Alors, parle-nous un peu des irritants que tu voyais et qu'est-ce qui a défini un peu le modèle de ADN conférencier qu'il est aujourd'hui? Oui. Donc, il y avait 3 irritants, en fait, majeurs que je voyais. Le premier, c'était le manque de diversité. Donc, 90% du temps, quand je bookais des speakers, c'était des hommes qu'on m'offrait, des hommes blancs de 50, 60 ans. Puis, j'ai rien contre les hommes blancs de 50 ans, no offense, mais c'est juste que je trouve qu'il y a des personnes différentes de ce persona-là qui ont aussi des choses intéressantes à raconter. Puis c'est aussi à ces personnes-là qu'on veut donner la voix, évidemment, où on veut lever leur voix et leurs histoires. Donc, il y avait ce premier irritant-là,
manque de diversité. Puis on y répond dans l'offre du modèle d'affaires et le positionnement qu'on a dans nos différences, avec aujourd'hui 60% des environ 60 talents qu'on représente qui sont des femmes, des personnes en situation de handicap, des personnes de couleur, des représentants des communautés LGBT, des jeunes. Donc, il y a vraiment, encore une fois, irritant, puis réponse à cet irritant-là à travers la proposition de valeur d'ADN. Le deuxième élément, c'est que j'étais tanné de parler avec des vendeurs de chars qui comprenaient fuck all à mon contenu, puis pardonne mon français, puis qui, en fait, essayaient de me pousser dans leur roster les speakers qui étaient les plus chers, tu sais, comme... Puis, je ne suis pas un organisme à but non lucratif, là. Il faut qu'à la fin de la journée, on fasse de l'argent. Il faut qu'à la fin de la journée, on soit profitable malgré la mission aussi sociale qu'on s'est donnée. Donc, il y a vraiment cet irritant. Puis, nous, on vient contrer cet irritant-là en étant beaucoup dans la proximité plutôt que d'être une usine à saucisses de conférenciers comme il en existe dans le marché où les gens font des numéros dans un catalogue. Puis, c'est ça. Donc, il y a vraiment cette volonté. Puis tu le sais, puisqu'on a la chance de te représenter pour tes conférences, c'est d'avoir cette volonté, en fait, d'aller justement dans la proximité, de créer une communauté. Tu as participé à un événement récemment, on met vraiment carte sur table, on présente nos chiffres à nos conférenciers. OK, on en est où? C'est quoi nos ambitions de croissance? Les talents qu'on représente sont vraiment la famille élargie, ou en tout cas l'équipe élargie. Je pense que pas juste des produits, mais c'est vraiment une communauté qu'on veut souder. Donc, il y a cette proximité-là avec les conférenciers. On a d'ailleurs refusé, je te disais, presque 600 personnes qui nous ont demandé d'être leur agent en l'espace de 4 ans et demi parce qu'on veut garder ce contrôle de qualité, on veut garder la relation humaine qui est au cœur de ce qu'on fait. Donc, il y a vraiment cette volonté d'être dans la proximité pour répondre, encore une fois, à cet enjeu de... vendeur de chars. Fait que ça, c'est super important. Puis c'est important du côté, si je peux juste permettre de finir sur son point, du côté talent, parce que c'est notre produit, mais on l'a aussi à 2 autres niveaux. C'est avec les clients. L'industrie des agences de conférenciers, c'est beaucoup du one-off. Donc, le client... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est ça, one-off? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le client veut un conférencier, il veut Barack Obama, d'accord? Donc, il va aller voir une agence qui va représenter Barack Obama, 2, 3, 5 agences, généralement, 10 agences. Puis là, il va vouloir Barack Obama, il va booker Barack Obama, il va payer cher pour avoir Barack Obama. Puis l'année d'après, il va vouloir une autre célébrité, une autre star. Il va aller travailler avec une autre agence. Il y a très peu de recurring business dans l'industrie, traditionnellement. Nous, on a des taux de rétention de 70% quasiment de nos clients qui reviennent, avec qui on retravaille. Donc, on veut, parce que justement, on n'est pas juste des bouqueux de conférenciers. On est vraiment dans une approche beaucoup plus stratégique où on amène une expertise en contenu sur chacun des projets qu'on fait, parce que c'est ça mon background aussi. Puis on amène ça vraiment à un autre niveau, plutôt que juste être là puis être un intermédiaire, parce que c'est ce qu'on est à la fin de la journée. Puis le modèle d'affaires est un modèle à commission en grande majorité. On y reviendra peut-être plus en détail par la suite. Mais donc, on veut vraiment apporter cette proximité avec les clients, ce qui nous amène aujourd'hui à beaucoup travailler même annuellement avec des gros clients corporatifs. Donc, des Danone de ce monde, des Barilla. On a vraiment des retainers dans lesquels on travaille à travers l'année, justement, plutôt que de juste trouver un speaker pour venir sur la base de leurs objectifs stratégiques, comme c'est des business, là. OK, c'est quoi ton plan strat, c'est quoi tes objectifs par rapport justement à leurs valeurs en termes de responsabilité sociale, environnementale. OK, qu'est-ce qu'on veut aligner? Là, on vient développer des programmations annuelles de conférences, d'ateliers, de team building pour les employés, pour les clients, pour justement pas juste être un feu de paille, puis avoir un conférencier qui vient, qui parle d'un sujet, puis tu sais, il part, puis après ça, c'est oublié 2 semaines après. En bon québécois, on dirait tu viens pas juste faire un show de boucan. C'est ça. Il y a un gros show, après ça, il s'en va, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est de développer des relations sur le long terme avec les clients 100%. Et trouver le meilleur talent en fonction de leurs besoins. Oui, 100%. C'est ça qu'on veut créer comme proximité. Puis on l'a aussi avec tout un écosystème de partenaires, parce qu'on travaille, avec des corpos, mais on travaille aussi avec beaucoup d'associations. C'est un peu les clients. On pourra revenir sur les clients si tu veux plus en détail, mais beaucoup des agences événementielles, justement, qui elles-mêmes organisent des événements, puis qui vont avoir besoin d'une expertise en contenu, puis qu'on les aide, fait qu'on co-crée beaucoup avec des agences qui sont un écosystème de partenaires. Vous avez été impliqué dans Entre Chefs, entre autres, pour nous nommer. Fait que parce que, justement, Entre Chefs, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans Entre Chefs. Donc, tu vas venir collaborer avec eux pour trouver les bons speakers. Exact. Entre Chefs, PME, je peux faire une très rapide étude de cas, peut-être, mais donc, puis je remercie d'ailleurs, je travaille beaucoup avec Marie-Lou, Diane, de ce côté-là. C'est un client
incroyables. Ils font des événements exceptionnels. Ils ont une équipe vraiment, vraiment le fun. Puis la dynamique dans laquelle on travaille, c'est principalement pour leur grand rassemblement annuel. Donc, il y a un événement de 2 jours où il y a beaucoup de conférenciers, de thématiques, tout ça. On va les accompagner pour trouver les meilleurs intervenants, effectivement. Mais vraiment, on essaie de comprendre c'est quoi les objectifs que vous avez, c'est quoi les thématiques que vous voulez couvrir, what's in it for les entrepreneurs qui sont dans la salle. Puis en conséquence de ça, là, on fait un petit mix de la consultation quasiment. Ah, pourquoi là, tu ferais un panel de discussion plutôt qu'une entrevue? Là, pourquoi tu mettrais un atelier plutôt... Donc, parce qu'on amène cette expertise-là vraiment en design de programmation, quasiment, s'il le faut. Là, on va pas très loin parce qu'ils sont incroyables et ils font déjà une super belle job. C'est quelque chose que tu peux faire ça, aussi, de par l'expertise. Mais ce qu'on a fait dans ce cas-là, l'exemple était donc le dernier grand rassemblement annuel, on a eu Béatrice Robichaud comme conférencière, qui est une femme trans de Québec, qui a une business qui s'appelle Pantera Dental, incroyable en manufacturing de très haute technologie dans l'industrie dentaire, qui est venue parler justement un peu de son histoire entrepreneuriale, puis d'équité, de diversité et inclusion, parce que c'est au cœur de ce qu'on fait. Puis on a eu Benoît Hardy-Vallée, qui est un expert dont je te parlais tout à l'heure, qui est à Toronto, associé chez Deloitte justement sur tout ce qui concerne le learning and development, qui est venu parler du future of work. Donc ça, c'était vraiment 2 speakers ADN officiel. J'en ai pas parlé, mais on travaille en exclusivité en fait. Ça, c'est une différence aussi avec la grande majorité des conférenciers avec lesquels on travaille. Donc ça, c'était la base. Puis 2 conférenciers ADN. Puis à la fin, Marie-Lou me dit on veut un grand entrepreneur du Québec, on veut des grands PDG du Québec. Puis, de par l'expérience que j'ai eue aussi au QG100, j'ai maintenant accès à des gens qu'on ne représente pas, mais qui peuvent être super intéressants. Fait que là, j'ai comme littéralement texté Richard Voyer, qui est le PDG de Soprema. Je lui dis, Richard, ça serait le fun. Est-ce que tu connais Entrechef PME? Tu pourrais venir. Puis je voulais vraiment qu'on ait Mario Plourde, en fait, le PDG, maintenant PDG de Cascade. Puis j'ai réussi à livrer Richard Voyer en discussion avec Mario Plourde pour clôturer Entrechef PME. Puis le grand rassemblement annuel. Puis c'est 2 entrepreneurs exceptionnels qui ont livré leur trip, carte sur table, dans une discussion vraiment très transparente. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire au-delà de juste, encore une fois, je reviens au bouquet de conférenciers. Puis je ne veux pas que ce soit péjoratif, mais c'est ça, je pense qu'on... Non, mais je pense, mais juste de ce que tu viens de décrire, les 5 dernières minutes, tes yeux brillent, puis là, tu tripes, puis là, tu parles, puis là, donc, on sent la passion, on sent un modèle d'affaires, je dirais, unique aussi, et très groundé sur les besoins aussi du Québec et de ce qu'on veut. Et tu es un très bon entremetteur aussi. Tu es un connecteur. Vraiment, tu t'assures. Tantôt, je te parlais. Oui, mais je peux te mettre en relation avec X, Y, Z. À toutes les fois que je te parle, c'est toujours ça. Alors, je pense que c'est la force, justement, de faire affaire avec ADN. Et là, juste pour aussi cadrer un peu, parce que tu dis, tu as nommé des gros noms, mais moi, j'ai des entrepreneurs qui ont peut-être une business de 25 millions, mais qui ont des enjeux de service client, de technologie. Donc, ton modèle n'est pas fait pour des conférenciers. Fait que j'aimerais ça que tu parles aussi de ton modèle plus poussé quand tu dis on est en accompagnement, trouver les bonnes personnes. Bien, c'est pas juste non plus des grosses conférences avec des grands rassemblements. Fait que parle un peu de la diversité du modèle d'affaires puis de l'accompagnement. 100%. Si tu me le permets, avant, je reviens sur le côté connecteur parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est très drôle. La mission d'ADN, c'est changer le monde, une connexion à la fois. C'est vraiment ça qu'on fait à chaque jour. Changer le monde à travers une connexion à la fois à travers la mission sociale qu'on a, la représentation de la diversité, tout ça, mais aussi parce que je pense qu'à travers, puis ça va faire le pont avec le point suivant, chaque mise en contact, chaque entremettage qu'on va faire, trouver le fit entre un besoin puis quelqu'un qu'on connaît qui peut y répondre, ben là, on va changer des façons de faire, changer des habitudes, changer des comportements, puis c'est là qu'on crée de la valeur aussi. Donc, c'est ça, c'est juste drôle que tu amènes ce côté connexion, parce que c'est ça qu'on fait. Puis les gens, mais ça a toujours été, je juste continue là-dessus, parce que c'est drôle, ça a toujours été dans ma personnalité, en fait. C'est comme, j'ai un métier qui est un métier que j'ai exercé toute ma vie, parce que genre, j'ai toujours tripé. OK, j'ai mes boys, d'un certain groupe d'amis. Et là, il y a un autre groupe. Et là, je crée ces connexions-là depuis toujours. J'ai tripé faire ça. Puis ça se fait très naturellement, en fait, pour moi. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai autant de fun à faire le métier aussi. Parce que it's part of me, complètement. Donc, puis on dit toujours le why de l'entreprise est souvent relié au why du fondateur. Il y a une corrélation, donc le pourquoi l'entreprise existe. Fait qu'on a le mot connexion. Puis je me rappelle cet été quand j'étais allée en France. Et tu dis, écoute, t'es en France. Et là, tu m'as envoyé une liste. Une liste, là. Mais tu sais, c'était comme la liste d'Adrien. Là, j'étais comme,
OK, super. Genre mes restos préf et tout. Oui, Ça, je fais ça avec... En fait, chaque ville dans laquelle je vais, oui. je fais des listes. Donc, si tu veux, Lisbonne, j'ai testé avec ma blonde, c'était vraiment le fun. Mais en fait, comme ça, je peux, dès que quelqu'un me dit « Ah, ben, je vais là », j'ai une liste Google, puis je peux vraiment la partager. Puis j'ai fait la recherche, moi. Tu sais, pourquoi j'en fais pas bénéficier mon réseau? Mais c'est vrai que je suis tout le temps dans cette dynamique de comment je peux... J'ai fait une job, tu sais, pourquoi je la garderais pour... Tu sais, comment je peux aider un peu tout le temps l'autre et tout. Il y a vraiment cette dynamique-là, mais c'est vrai, je pense que ça, c'est vraiment unique à toi. Oui, ça, c'est faut le faire. Parce que, tu sais, il y a des gens que c'est pas qu'ils l'ont pas, mais ils n'ont pas le réflexe. Mais toi, tu as vraiment le réflexe. C'est intrinsèque à toi, là, tu sais, de vouloir connecter, partager. C'est vrai qu'il y a beaucoup je vois des feats, des fois, les gens sont comme, quoi? Je suis comme il y a un truc. Il y a quelque chose, là. Parlez-vous. Mais oui, pour revenir à... Je suis parti loin, mais sur le modèle, donc, on va, en fait... Ce qu'il faut retenir, peut-être, c'est qu'on est... un one place to go, entre guillemets, pour n'importe quel besoin de contenu. Tu veux travailler sur le leadership des équipes de direction, même si c'est une business de 25 millions de chiffre d'affaires, et que tu as besoin d'un atelier, on peut travailler ensemble pour aider. En fait, c'est dès que tu as le goût d'investir, en fait. C'est pas tant, ça n'a pas rapport au chiffre d'affaires. C'est quand les gens ont le goût d'investir dans le développement de leur talent. C'est ça. On est là pour les aider, puis soit pour tous les employés, soit pour des événements pour les leaders ou des comportements de leadership qu'on veut que les leaders développent, mais aussi pour les événements clients. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Les entreprises avec lesquelles on travaille, puis parfois des PME, justement, veulent organiser des événements pour remercier leurs clients, puis parler de certaines tendances dans le marché, puis là, OK, on fait venir un expert pour parler de ci, parler de ça. Donc, définitivement, c'est là où on peut... c'est notre zone de magie un peu. Puis, c'est là aussi où, au-delà de... On accompagne des PME dans, justement, ces créations d'expériences employées à travers l'année. On dit, OK, qu'est-ce que tu veux que les gens apprennent? C'est quoi les comportements de leadership? C'est quoi tes valeurs clés? Là, on a un mandat où il fallait... une PME, en fait, Béatrice Robichaud, dont je parlais tout à l'heure, qui est une de nos conférencières. C'est ça, on a vraiment une communauté, fait qu'on on travaille beaucoup ensemble les uns les autres. Voulez, situation, un VP vente n'est plus là. OK, le VP vente n'est plus là. Ils avaient prévu de faire 2 jours. Ils devaient présenter des choses et des compétences clés au niveau des ventes pour leurs équipes. Ils n'ont pas la bonne personne pour en parler. On va venir, on va trouver le conférencier / formateur. Puis là, en plus, c'était vraiment en B2B, dans des industries de haute technologie. Donc, je ne représente personne qui fait ça, parce que c'est très niche. Mais par contre, comme j'ai eu le besoin, en 3 minutes, je savais qui lui présenter. Et puis, je lui ai envoyé 3 propositions. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on est capable de faire. Dès qu'il y a vous voulez faire intervenir quelqu'un, c'est ça, retenir d'externe à l'organisation pour apporter une histoire, une compétence, n'importe quoi, faire réfléchir les gens. On va trouver la solution pour vous. C'est vraiment ça, la valeur d'ADN. Exactement. Puis ce que j'aime aussi, puis de t'avoir entendu, c'est pas un plug and play. C'est vraiment, tu vas comprendre le besoin, tu vas poser les questions, tu vas être capable de trouver le bon fit. Puis ça, c'est pas donné. Puis je pense que c'était ça ton plus gros héritant aussi avant. 100%. Tu sais, quand je disais vendeur de chars, là, il y avait vraiment ce côté... aussi, donc tu bookes un speaker, tu payes des centaines de milliers pour le faire venir. La personne, tu as un service client de marde. Quand tu travailles avec l'agence internationale, souvent, pour vrai, tu parles même pas à l'agent, tu parles au speaker, mais il s'est pas trop quitté, il n'a pas eu de brief complet, tu dois tout lui réexpliquer pendant l'événement. Bref, il vient, il livre, très bien, mais il adapte zéro son contenu à l'audience. Il vient, il presse sur play d'une conférence qu'il a faite, puis il la livre à la perfection, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un conférencier professionnel, exceptionnel, mais nous, on va sur chaque projet. D'ailleurs, en ce moment, c'est vrai, mais ça ne va plus être vrai parce que justement, dans la dynamique de croissance où on va parler, on ne peut plus donner autant d'amour, on s'en rend compte. La qualité de service client qu'on met, elle est trop importante sur tous les clients. Donc, on est en train de retravailler ça par tier pour venir justement, en fonction des budgets, mettre plus ou moins d'énergie, pour être tout à fait transparent. Parce tu veux un service VIP, tu vas l'avoir, mais il y a un prix relié à ça versus tu veux... Mais oui, moi, j'ai chaque projet qui va rentrer, si quelqu'un nous demande, je pose
tellement de questions. Les gens, des fois, ils sont comme, mais pourquoi tu veux? C'est quoi les objectifs? Comment ça va la business en ce moment? C'est quoi les grands défis que vous rencontrez? C'est quoi les objectifs de ton événement? Mais au niveau macro, je m'en fous pour l'instant, quand je commence l'appel, de ce que tu veux avec ce conférencier-là, précisément, si tu as une idée du conférencier. Puis peut-être même que l'idée que tu as du conférencier que tu veux, c'est finalement pas la bonne parce que en fonction de ce que tu vas me dire et du brief que je vais prendre, peut-être qu'il y aura d'autres recommandations qui pourraient être mieux. On va dans ce niveau-là de questions sur chacun des projets pour prendre des briefs complets. Puis en fonction du brief, de dire, OK, voici ce qu'on te propose. Puis des fois, les gens pensaient qu'ils voulaient un conférencier. Puis je dis, tu fais ce que tu veux à la fin de la journée, mais je pense que tu n'as pas besoin d'un conférencier. Je pense que tu as besoin d'un team building. Je pense que tu as besoin d'un atelier. Je pense, OK, oui, le conférencier, mais en fait, au lieu de faire une conférence, tu pourrais faire un fireside chat interview où ton PDG, si c'est la directrice RH avec qui je parle, pourrait poser des questions à l'intervenant expert, mettons une Cléo, qui vient, puis là, on peut avoir une discussion beaucoup plus intimiste, puis là, il peut parler vraiment de ses enjeux, lui, en tant que PDG, puis tu peux le positionner, lui, auprès des employés, pas juste positionner un expert interne, fait que tu crées beaucoup plus de proximité dans un format comme ça qu'une conférence classique, fait qu'à chaque fois, bref, chaque projet, c'est comme un nouveau terrain de jeu, en réalité, pour moi, puis j'aime vraiment comprendre, je reviens beaucoup à ça, mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi tes objectifs d'affaires? Parce que ça va te coûter de l'argent de faire venir quelqu'un. Puis, faut le faire pour les bonnes raisons, puis que ça crée de la valeur après. C'est ça. Puis c'est comment tu vas chercher cette valeur, puis c'est à quoi que tu essaies de répondre comme objectif. Toujours. Puis en conséquence de ça, dans l'événement en tant que tel, puis après dans le contenu. Il y a comme 2 niveaux d'interprétation, selon moi. Puis c'est vraiment à chaque fois qu'on travaille comme ça. Ça s'appelle ADN conférencier, mais vous faites également, vous avez des talents qui vont faire des team building, vous avez des talents qui vont faire des ateliers. Je pense à Sean Joel, qui est venu sur le podcast, qui est un très bon conférencier chez ADN également. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qui est intéressant de voir. Et moi, je le remets dans mon monde, OK? Donc, moi, dans mon monde, je dis toujours, OK, je suis une experte en hypercroissance. Et on dit toujours, il y a 3 goulots qui vous empêchent de croître. Le premier, c'est le développement du leadership. Le deuxième, c'est l'infrastructure. Et troisième, c'est le marketing, ton positionnement stratégique, autant de ta marque employeur que de ta marque. Le développement du leadership relié à l'humain, c'est le plus gros goulot de croissance. Les entreprises qui investissent de l'argent et du temps pour développer leur gens, c'est là qu'ils vont être capables de croître. Et il y a une étude de McKinsey qui a dit qu'il y a seulement 5 % des organisations nord-américaines qui ont réellement des plans de développement et de croissance. Fait que là, moi, je lance un message à mes auditeurs de dire, OK, tu n'as peut-être pas la capacité interne de développer des plans de croissance extraordinaires ou des profils ou des ci ou des ça, puis tu vois la marche, elle est trop grosse. Bien, à ce moment-là, va avec ADN, explique ton besoin, puis ils peuvent te faire un genre de plan, puis dire, bien, c'est quoi, à chaque trimestriel, on va faire venir un intervenant sur une problématique qu'on veut développer. Et là, il va avoir comme un genre de programme, mais designé et personnalisé aux besoins de l'organisation. C'est drôle que tu parles de ça parce qu'on n'a pas mis en marché. C'est comme un produit nouveau que je pense par rapport à ce que tu dis, il y aurait vraiment un intérêt. Fait que, je vais faire un pas en arrière. En fait, effectivement, on n'a pas juste des conférenciers, même ça s'appelle conférencier. En fait, on a 6 produits humains qu'on vend, donc des conférenciers, des animateurs, maîtres de cérémonie, animateurs de panel, animateurs d'entrevue, animateurs de podcast, team building, donc funky, dégustation de vin, cours de cuisine, bouger, faire une mini-olympiade avec un Bruni Surin, tu sais, ce genre de choses-là. Jessica Arnois aussi. Jessica Arnois pour les dégustations. On a le volet... On a aussi Vanessa Frashbou, qui est nouvelle conférencière, qui est la PDG de Mendy's, les salades, et elle qui a un atelier sur le leadership culinaire. On va lancer son livre très bientôt dans un événement dont on a peut-être parlé aujourd'hui ensemble, qui s'appelle Food for Thoughts. Donc, c'est un livre de leadership, mais fait sur la base d'un livre de cuisine. Donc, c'est vraiment malade. Et on développe des ateliers de leadership avec elle, mais autour de la bouffe. Donc, en fait, tu composes ta planche à fromage et charcuterie, mais chaque fromage ou charcuterie est un leadership skills. Puis là, tu rassembles tes équipes de dirigeants pour travailler autour de avoir un moment fun, mais parler des vraies affaires, puis de la diversité des profils, comment avoir des conversations difficiles avec tes équipes de direction et tout. Donc, on va quand même chercher des sujets importants, mais dans un contexte funky. Bref, donc on a ce volet un peu team building, atelier, puis on fait dans une moindre mesure, en fait, de la formation et du coaching de prise de parole en public, juste pour repositionner le produit, effectivement, au-delà du
conférencier. Oui. Puis l'autre chose que j'ai amené par rapport à ce que tu disais, c'est que, tu sais, même si tu as des... Mettons, tu as des board meetings ou tes comités de direction qui sont prévus, tu sais, justement pour l'année, puis tu as 4 dates. Là, on pense de plus en plus à amener, dans le contexte macroéconomique très turbulent présentement, des thinkers. Donc, c'est juste des penseurs, OK? Oui. Donc là, en fait, tu as quelqu'un qui jump in sur ton appel, puis là, genre, qui a une expertise en géopolitique, en HR, en je ne sais pas, puis là, qui va t'amener juste à réfléchir, puis tu sais, te sourcer, en fait, d'idées nouvelles. Puis c'est des gens, tu sais, très exécutifs. Là, on travaille avec Michael Rossi, qui est l'ancien PDG d'Adidas Canada, tu sais, de ce côté-là. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on veut, c'est d'amener justement ce volet. Réfléchir, tu as un enjeu, puis tu n'as peut-être pas besoin d'un consultant sur 1 an pour puis tu veux juste bouncer des idées, puis avoir de la donnée, puis de l'expertise à un moment précis, rapide, puis partir avec ça, puis voir ce que tu en fais. Ben, on travaille là-dessus. Il y a un beau potentiel pour ça. Ouais. Moi, je le vois, en tout cas, d'autant plus que tous mes clients vont mettre en place, mettons, 4 trimestriels. Puis on dit toujours d'avoir une notion d'apprentissage dans 100%. Ces rencontres-là. Alors, tu sais, il y a des possibilités, mais en fait, ce que j'aime de ce que tu dis, Adrien, c'est que tu comprends bien ton client. Tu es parti de ça. Tu as développé un modèle d'affaires sur la compréhension réelle des besoins clients. Et là, justement, il y a une évolution de ton modèle. Fait qu'aujourd'hui, on est dans la 5e année. Donc, tu vas arriver, en fait, tu vas fêter ton 5 ans, comme tu disais, plus tard cet été. Ça a été quoi l'aventure? Parce que là, on voit qu'on comprend ta passion, on comprend le modèle, mais tu sais, de partir du moment où tu te dis, regarde, je pars ça en pleine pandémie, ça a été quoi l'évolution du 0-5 ans? Ça a été une aventure, mais une belle aventure. Ça a été assez bien et assez facile. J'ai mis beaucoup d'énergie et de cœur et de passion. Je travaille beaucoup, pour vrai. Ouais. Mais il n'y a rien sans rien. Puis, ça a été, écoute, une belle histoire. On a commencé au début, honnêtement, avec un certain nombre de conférenciers. J'avais eu la chance, en fait, de travailler justement tellement dans l'industrie avant que je connaissais les bons conférenciers, notamment au Québec, je les avais vus et tout. Puis ces personnes-là, rapidement, m'ont donné leur confiance pour partir un premier catalogue. Tu sais, on n'avait même pas de site web, là. C'était comme c'était un PDF avec genre des options de speaker. Tu sais, puis on a commencé comme ça, on a roulé sans site web, je pense, pendant comme 1 an, en tout cas. Quand j'y repense, c'est un peu fou. Mais bref, donc on est parti, puis on avait à la base une communauté d'une 20aine de conférenciers, conférencières, principalement conférenciers en fait, et c'est là où, parce que c'était le cœur de ce qu'on faisait, ce que je faisais dans le passé. Rapidement, en fait, vu qu'on était en pandémie, on a rentré les team building. On a commencé, conférencier, un petit peu d'animation. On avait Mathieu Dugal, qui est à la radio, à Radio Cannes, un moteur de recherche notamment, qui est un vulgarisateur technophile incroyable, que je connaissais aussi parce que j'ai déjà travaillé avec lui. Donc, on avait des conférenciers, genre Mathieu Dugal comme animateur un peu. Puis là, pandémie, les parties de Noël arrivent, OK, on est en décembre 2020, là. Personne ne sait quoi faire. Là, on travaille avec Jessica Arnois, puis on fait plein de dégustations de vin à distance, team building virtuel, c'est ça. Donc là, en fait, c'est comme ça que le team building a comme embarqué. Puis, si je me positionne sur le produit, puis on a fait évoluer le produit, en fait, pour répondre aux besoins qu'on voit dans le marché. Puis c'est un work in progress, puis c'est constant. Je parlais du Thinkers, là, c'est quelque chose que je vois qu'il y aura un potentiel aujourd'hui. Ben, on peut assez facilement le mettre en marché. Donc, c'est ça au niveau du produit. Après, au niveau, je dirais, de la structure de la business. Donc, j'ai commencé avec Johan, on était 2. Lui, il est rentré en France. Rapidement, j'ai récupéré la full propriété de l'entreprise. Donc, on a évolué de ce côté-là avec une équipe qui a commencé à se consolider. Aujourd'hui, on est 4 et demi, justement avec Marine, qui est notre directrice des ventes, qui est incroyable, Alban, Lucas. Donc là, j'en parlerai, mais j'ai rentré un nouvel associé qui est un ami CTO, justement, pour amener à l'aube des 5 ans la business à un autre niveau. Puis au niveau, je dirais, business, justement, une croissance quasiment à 100% à chaque année jusqu'à cette année où on est à 40. C'est quand même pas pire pour se rapprocher de 1,5 million pour notre 5e année d'activité. Donc, les choses vont bien. Puis, je suis tellement aussi heureux, dans les étapes. Un truc je
suis heureux, mais pas heureux en même temps, dans le sens où j'ai un comité aviseur. C'est ça que je voulais que tu me parles, oui. Tu sais, genre là-dessus, j'ai Pierre-Marc Sarrazin, c'est le CFO de Ovivo, une business dans le traitement des eaux qui est incroyable. Valérie Martin, l'ancienne VP Talent Culture de Aldo, de LCI Éducation. J'ai mon ancienne boss au QG100, une ancienne VP mise en marché chez TELUS Santé, Hélène Chartier. Bref, je ne passerai pas tous les profils là, mais j'ai bâti ce comité aviseur. Peut-être un peu tôt, en réalité. Parce que c'est ça que j'allais te poser comme question. Parce que normalement, un comité aviseur, tu ne feras pas ça nécessairement dans ton 0,5 ans, mais probablement que tu vois une valeur, là, tu sais. Alors, oui. C'est juste que je suis quelqu'un qui doit apprendre. Je suis très perfectionniste. Puis je pense qu'il y a un moment où je suis capable de faire good enough. Tu sais, on amène beaucoup ce point-là. Mais moi, c'est dur pour moi. Tu sais, je suis quand même... Puis j'ai donc des rencontres aux 3 mois avec eux, là. Puis c'est beaucoup de préparation. Puis j'amène, je veux vraiment amener des gens qui me donnent de leur temps bénévolement parce qu'ils croient en moi, parce qu'on a une relation particulière. Et donc, je veux vraiment... livrer la marchandise. C'est ça. Mais c'est beaucoup de travail. Oui. Chaque comité, puis pour moi, puis pour les équipes, parce que je demande à sortir de la data, tout ça. Puis on a la chance avec Lucas, justement, encore une fois, pour la taille de business qu'on est, on a des dashboards exécutifs, on traque tout. C'est vraiment assez impressionnant. Tu es prêt pour ton hypercroissance. Ça sent bien. Fait qu'on est là. Mais oui, super belle valeur ajoutée, beaucoup de travail. Puis à chaque fois, je suis comme, tu sais, les semaines avant, je suis genre, pourquoi je m'inflige ça, là, sérieux? Puis en fait, ça t'oblige à t'arrêter, puis regarder où est-ce que tu t'en vas. Parce que sinon, tu es tout le temps dans tes opérations. Je veux dire, surtout la taille où on est, là, c'est comme tu deviens vite débordé. Nous, on a beaucoup de projets qui roulent en même temps parce que c'est des petits... tu sais, parfois des petits événements. Des fois, on a ces accompagnements annuels avec des clients, mais ça reste qu'il faut... On passe du temps beaucoup sur les projets. On n'est pas une tech. On n'est pas... Il y a de l'humain derrière qui doit être là pour aider. Donc, le comité aviseur, chaque discussion, elle est incroyable, mais ça prend beaucoup de travail. Mais en vrai, meilleure décision. Mais tu le recommanderais-tu à une entreprise qui est dans son 0,5 ans avec ton expérience? Moi, oui, ça me sert, tu sais. Ça me sert pour aller... C'est comme j'anticipe. Peut-être que je l'ai fait un peu trop tôt, tu sais, si je regarde avec du recul, mais en même temps, ça m'aide déjà à être capable de structurer la business pour accélérer, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que quand tu es dans ton 0,50, tu sais, ton objectif, c'est de la faire survivre, la business, puis d'être capable de vivre. Donc, est-ce que c'est une priorité? Puis je l'ai créé il y a 1 an environ, donc je l'ai créé à la fin du 0,5 ans. Mais tu sais, je pense que si tu as un produit qui fit dans le marché, que tu connais de la croissance, que tu as des clients, que tu sais ton modèle d'affaires, il est viable, puis tu sais que tu peux l'amener ailleurs, à ce moment-là, oui, tu sais. Est-ce que ça devrait être ta priorité? Probablement pas. Mais moi, est-ce que ça m'aide à genre juste voir plus loin, puis lever des flags, tu sais, prendre des... Puis ce que j'ai voulu faire sur le comité aviseur très spécifiquement, c'est que moi, j'ai pas de comité exécutif. Donc, j'ai rassemblé, en fait, j'ai un CFO, j'ai une VP RH et marketing, j'ai quelqu'un en innovation, j'ai quelqu'un en IT. Fait que les fonctions clés de l'organisation, je les ai autour de la table pour m'aider à justement avoir légal, une avocate, quelqu'un en développement d'affaires et en vente. Fait que vraiment, les grandes fonctions, je les ai autour de la table à chaque 3 mois. Fait que ça, c'est incroyable comme valeur ajoutée. Mais ça, je pense que c'est un bon angle. C'est-à-dire que quand tu es vraiment, vraiment en démarrage puis tu ne connais pas ton modèle, mais à partir du moment où tu as cette clarté de vision-là puis que tu as des objectifs que tu veux atteindre, t'entourer de gens qui sont déjà passés par là avant puis qui vont te permettre d'éviter d'aller par essai et erreur, mais de bien te guider, pourquoi pas? Puis ça fait... Puis tu as le réseau, il faut dire aussi. Mais tu sais, il y a une belle chose aussi que tu as dit, tu as le réseau, tu es un connecteur, puis là, pourquoi tu ne te servirais pas de tes connexions pour toi aussi? Ah oui, tu sais, dans un sens. Fait que moi, je trouve ça intéressant que tu l'aies fait pour toi. Tu es toujours l'entremetteur, puis tu réfères à tout le monde, mais au moins, te dire, regarde, est-ce que ces gens-là peuvent venir m'aider? Puis moi, je pense que plus tôt que plus tard, c'est bon. Tu sais, comme tu dis, c'est peut-être pas la priorité, mais en même temps, ça t'oblige à avoir une rigueur d'exécution. Et qu'est-ce qui arrive dans les organisations? C'est qu'on perd de perspective des fois. Ah, on pense que ça va bien, une bonne année, tout ça. Puis finalement, tu te rends compte que tu es rendu à 10 millions, mais tu as le même cash flow, puis tu as triplé ton payroll, puis là, oups, tu n'as plus de cash. Tu sais. Il y a tellement d'erreurs de business que là, toi, tu dis non, moi, je vais m'équiper, puis je vais être capable de passer au travers la tempête. 100%. Puis le travail, en fait, je le fais pour le comité aviseur, mais en fait, ça me permet de faire le point avec les équipes aussi. Fait qu'en fait, le travail, je le fais une fois, mais ça sert 2
purpose différents. Puis nous, on est genre full transparent, tout le monde a accès aux états financiers dans les employés, tout est très, très ouvert. Et donc, en fait, ça me permet juste, moi, de me dire, OK, checker où est-ce que j'en suis par rapport à mes priorités. On a 3 priorités cette année stratégiques. À chaque fois, chaque CA, on vient, puis on en parle. Puis là, très récemment, je veux dire, samedi, il y a eu l'annonce il y a quelques semaines là, des tarifs américains. Lundi, tout le monde est capoté. Puis le mardi, moi, j'avais la chance d'avoir mon comité qui était là. Puis on avait un ordre du jour, puis ça a switché direct parce qu'on a passé la grande majorité du temps à discuter de qu'est-ce que ça allait avoir comme impact, cette situation-là, sur la business. Mais ça, c'est que des gens qui sont passés à travers des grosses crises économiques, des gens qui sont seniors. Fait que, ils ont un recul que moi, je ne peux pas avoir. Puis j'ai beau lire, tu peux lire. Personne n'a... Non, mais c'est difficile aussi. Personne n'a de... je veux dire, si on savait ce qui va se passer, ça serait... Tout le monde agira en conséquence. Aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et on ne sait pas les impacts encore que ça va avoir. Fait que juste d'avoir des gens qui disent OK. Puis ce que ça a fait, c'est que, OK, c'est quoi l'opportunité? Tu as des speakers canadiens. OK, tu travailles avec le Canada anglais. Proudly Canadian. Donc là, on a sorti une campagne, justement, pour parler des conférenciers bilingues qu'on a à travers le Canada, dans un contexte où les grosses organisations, même au Canada anglais, parce qu'on travaille beaucoup avec Toronto, en fait, c'est 25% de nos revenus, l'Ontario, mais d'amener, justement, au lieu des Américains, des speakers canadiens. Donc, il y a souvent, c'est ça qui est le fun, je trouve, puis moi, je suis capable d'aller leur montrer aussi des choses qu'on a discutées, puis comme, il y a... Voici il y a quelque chose qui se passe entre-temps. C'est parce que si je sortais de là, puis j'ai travaillé vraiment fort, puis j'ai aucune action à prendre qui va m'aider à amener la business à un autre niveau. Fait que, puis au-delà des comités que j'ai avec eux, qui sont plus stratégiques, ils sont tellement généreux de leur temps, puis genre, je les remercie tellement. Là, c'est légal, j'ai une rencontre trimestrielle où je pose un peu toutes mes questions à la personne, l'avocate qui est sur mon CA, Aïcha. Au niveau RH, qui est vraiment pas ma force, puis c'est pas mon aspect préféré de la business. Là aussi, j'apprends, en fait. Donc, j'ai vraiment des gens qui peuvent... Je dis, j'ai pas à l'interne, mais dès que j'ai un besoin sur une fonction clé, je sais que quelqu'un va me... Et ça, c'est super intéressant. De ne pas attendre d'avoir l'exécutif qui va arriver dans 10 ans, mais de tout de suite être bien aligné, bien préparé. Puis justement, quand tu as des bonnes relations avec ces gens-là, ils vont le faire bénévolement, puis ils vont être super contents de donner au suivant, puis de t'encourager, là, tu sais. 100%. Puis te voir grandir, puis tout ça. Fait que j'aime ça. J'avais en fait, tu as justement, suite à ces rencontres-là dans les dernières semaines, le lancement du calendrier d'impact. Oui. Peux-tu m'en parler? Oui, bien sûr. Nos calendrier RSE, calendrier d'impact, c'est quelque chose qu'on a lancé. Et maintenant, effectivement, dans l'histoire d'ADN, je pense que c'était en 2022 ou 2023, assez rapidement, par rapport à la mission sociale qu'on a, on s'est rendu compte que, en fait, il y avait des moments, au-delà de représenter des gens issus de la diversité, on voulait ouvrir, approfondir le dialogue dans les organisations sur des enjeux sociétaux majeurs d'importance. Et donc, on a créé ce calendrier, ces 150 dates à travers l'année. Puis, on vient proposer d'avoir des discussions donc, pour le mois de l'Histoire des Noirs en février, pour la Journée internationale des droits des femmes en mars, pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, pour la Pride. Donc, en fait, pour chacun de ces moments, on a vraiment des options d'intervenantes, pour le Breast Cancer Awareness Month, évidemment. Donc, toutes ces thématiques-là, on veut vraiment venir avoir des discussions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé. Puis on vient vraiment le travailler, encore une fois, sur les stratégies de la business. Donc, c'est quoi ton plan d'affaires? Puis là-dedans, c'est quoi les valeurs clés que tu as? Puis, OK, c'est l'émancipation de tes femmes leaders. C'est le respect de l'environnement. Puis c'est OK, on va articuler une programmation à l'année autour de ces thématiques-là et autour de grandes dates qu'il y a dans l'année qui sont célébrées au niveau mondial. Fait que même si c'est une entreprise globale, mais c'est une bonne idée, tu peux en avoir. Fait qu'on a travaillé là-dessus. C'est de devenir proactif, en fait, avec ton bassin de talent, tu sais, puis les proposer. Exact. Pour faciliter le travail. Puis la mission de changer le monde d'une connexion à la fois, elle passe par ça aussi, de vraiment venir discuter de ces questions-là dans les organisations. Je pense qu'en apprenant, en comprenant mieux l'autre, c'est là où Puis on a besoin, aujourd'hui, là, la diversité, il y a on le voit même dans les sujets qui sont en demande, dans les chiffres et tout, c'est quelque chose qui baisse, mais il ne faut pas que les organisations... Dans les dernières années, il y avait beaucoup de demandes sur le sujet, puis il y avait des budgets là-dessus. Puis là, on voit avec ce qui se passe aux États-Unis qu'il y a beaucoup d'organisations qui coupent. Puis
sais, je pense que c'est pas la bonne solution, dans le sens où je pense que c'est quelque chose qui est là pour durer. Il ne fallait pas juste faire des plans DEI, tu sais, pour faire des plans DEI. Puis nous, on martèle qu'il faut continuer à avoir cette diversité-là dans les organisations, puis de comprendre c'est quoi la diversité. Puis ça passe pas nécessairement par, au-delà de oui, moi j'ai un objectif à la fin de la journée d'ouvrir le dialogue, mais de positionner des experts là-dessus, parce qu'il y a un intérêt, je veux dire, financier. On est une entreprise, mais même si tu fais pas d'événements, pour la Journée internationale des droits des femmes ou pour... Mais juste, fais une initiative, fais une com interne, ça te coûte rien. Fais quelque chose qui montre que tu cares par rapport à ça, puis tu n'as pas besoin de prendre toutes les causes, mais c'est important, tu sais, puis... Dans le calendrier culture de l'organisation. On a, sur notre site web, là, il y a sur la page calendrier RSE, il y a évidemment chaque mois des options d'intervenants et tout ça, mais il y a un fichier Excel, là, c'est un spreadsheet. Tu cliques, tu télécharges, c'est un fichier Excel en français et en anglais. Il y a genre 200 dates dans l'année. Il y a des journées, on n'a absolument rien à positionner. Tu sais, c'est juste comme si pour toi, la journée des personnes âgées, tu sais, la journée de la protection des forêts, tu sais, il y a un peu des gens... C'est important, mais... Tiens, prends-le. Ton calendrier de com, il est fait, là. C'est cadeau. Là, mais on veut vraiment avoir cet impact-là. Essayer de générer cet impact-là. Ouais. OK, j'aime ça. Puis en parlant d'impact, dans ces 5 années-là, on parle de plus de 600 interventions dans les organisations. Félicitations. Merci beaucoup. C'est le fun. C'est le fun. Et on parle du volet international, on parle du volet Toronto. Donc, vous donnez un peu des conférences un peu partout aussi, hein? Alors, principalement... l'idée au début, en fait, c'était de vouloir créer des ponts entre la France et le Québec. Tu sais. Puis là, partir une business en France sans être en France, c'est difficile. Puis tu ne vas pas boire un petit verre de vin au restaurant avec ton client ou ton prospect sur place. C'est difficile. Tu sais, les affaires, c'est différent. Puis on est comme revenu en arrière en France sur la façon dont... Aujourd'hui, tout le monde est au retour 100% en présentiel et tout. Moi, je trouve ça... parfois un petit peu aberrant, mais bref, c'est ma position sur le sujet. Mais bref, donc oui, on travaille principalement au Canada aujourd'hui, Québec et Rest of Canada, et de façon assez opportuniste, en fait, on a des projets en France, en Belgique. Là, on est sur un projet pour la SNCF, tu sais, qui est un peu tombé du ciel. Donc, on commence à avoir quelques clients, mais par contre, les talents qu'on représente, eux, sont internationaux. Ils sont tous bilingues. Et ça, c'était super important. Puis ce qu'on voulait, en fait, c'était justement, dans un Québec, parfois, je trouve, Québec Inc. très québécocentrique dans la façon dont on va faire les choses. Je voulais apporter des diversités d'opinions internationales, puis dire, OK, en Europe, tu sais, sur l'environnement, voici comment on travaille, tu sais, puis amener ces perspectives en Asie, en retail, tu sais, voici comment ça se passe, tu sais, puis d'amener justement ces perspectives pour ouvrir les horizons. Puis de l'autre côté du spectre, le talent québécois, canadien, il est incroyable. Puis d'amener justement ces talents-là sur d'autres scènes qu'au Québec. Mais donc, il y avait vraiment cette volonté de faire les deux sens. Mais là, aujourd'hui, on en est en fait, on est en passe de devenir l'un et le leader probablement au Québec. Puis c'est l'objectif dans les 3 prochaines années. On veut être un joueur établi dans le top 5, on va dire, au Canada anglais dans les 3 prochaines années et commencé à avoir un nom en Europe et notamment en Europe francophone. Donc, c'est un petit peu ça le roadmap, je dirais, au niveau de la notoriété qu'on cherche à acquérir sur la marque ADN dans les 3 prochaines années. Mais donc, c'est ça. Donc, on est encore ici. Là, l'autre jour, j'étais quand même pas peu fier. Tu sais, quelqu'un cherche un conférencier sur LinkedIn. Ça, c'est quand même un bon signe de notoriété. Puis, il y a genre 15 personnes qui m'ont tagué sur LinkedIn, genre hey, « tu devrais parler à Adrien, ADN conférencier », tout ça. Donc, je pense qu'on a quand même acquis une très belle notoriété en 4 ans et demi au Québec. Là, l'idée, c'est d'amener ça sur d'autres marchés. C'était ça ma question, tu sais, ça fait déjà... le temps passe vite, là. Mais comment tu vois, c'est quoi la vision pour ADN conférencier? Tu sais, si je dis Adrien, dans 10 ans, il est où? Dans 10 ans, il est... il y a plusieurs options. Il est soit... avec un ADN international, avec des bureaux un petit peu partout. Tu reviens à ton international du début, là, hein? Non, mais il y a sûrement un modèle d'affaires, puis une façon de faire les choses qui a marché. Tu ne pars pas sur des modèles de franchise, tout ça, je pense pas, mais vraiment avec une diversification marché, en fait. Donc, on a des antennes. Puis,
oui, on a le côté bilingue, mais on a quand même le côté francophone. Puis la francophonie, c'est immense, là. Puis tu sais, moi, j'ai des racines tunisiennes, l'Afrique du Nord, tout ça. Il y a peut-être des choses à aller développer dans ces marchés-là aussi. Donc, je te dirais vraiment avoir un business case très solide au Canada. Oui. Puis l'exporter probablement sur d'autres marchés. Tu sais. Après, ADN, dans 10 ans, ça peut être une business. Moi, je regarde toujours les opportunités. Je regarde pour des cibles d'acquisition. Je regarde pour des gens qui voudraient peut-être m'acquérir. Tu sais, je suis toujours très... Je regarde tout, moi, dans le sens où je pense qu'il faut toujours être tu regardes tout parce que opportuniste et faire des connexions. C'est ça aussi. non, mais je pense que c'est... Puis là, on va avoir les 5 ans. Puis j'ai discuté avec quelqu'un de ça avec une entrepreneur hier, justement. Mais je pense que j'ai été très opportuniste. Oui. Je pense que là, justement, on passe à un step où il faut être plus stratégique. Tu sais, puis ça veut dire aussi prendre des décisions difficiles, refuser parfois des mandats pour te focus. Tu sais, moi, c'est un peu mon enjeu aussi. Tu sais, beaucoup d'idées. Oui. J'ai envie de faire beaucoup de choses. Et donc, je pense que c'est vraiment... en même temps, tu as un comité aviseur. Tu sais, je veux dire, tu sais bien t'entourer. Oui, donc, ça, c'est sûr. Mais au day-to-day... Mais c'est ça, ADN international dans 10 ans. Puis que je puisse naviguer entre les différents marchés dans lesquels on travaille, ça serait un beau rêve. Bref, moi, j'ai hâte de te réinviter dans 10 ans. Là, tout ce que tu as accompli. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as en tête que tu aimerais partager peut-être aux entrepreneurs de notre auditoire par rapport à ton expertise, justement? Je pense que ça serait, si tu me le permets, quelque chose de beaucoup plus, pas politique, mais actuel, en fait, avec ce qui se passe aux États-Unis présentement. Tu sais, je pense que le Québec Inc. a une occasion unique, quoi qu'il se passe avec les tarifs, de revoir ses façons de faire, de revoir la façon dont on fait de la business sans être dépendant des États-Unis. Puis, vraiment, plus que jamais, tu sais, de fédérer l'écosystème entrepreneurial canadien, puis de regarder comment est-ce qu'on ne va plus être dépendant de ce marché. On a justement lancé quelque chose, nous, moi, je ne vais pas attendre de me faire tuer quand on réagit. Donc, on a vraiment développé quelque chose sur le court, moyen, long terme pour venir vraiment traiter de sujets de leadership avec des équipes exécutives sur comment tu peux aller sur le long terme, développer tes stratégies d'innovation, comment tu peux diversifier tes marchés. Tu sais, il y a vraiment ce passer moment... en mode action au lieu de subir. Même si on ne sait pas ce qui va se passer, tu sais, nous, en tout cas, on a décidé d'être dans l'action. Puis peut-être pour rien, mais je ne le pense pas, parce que quoi qu'il se passe, encore une fois, je pense que c'est une opportunité de repenser nos façons de faire. Tu sais, c'est comme si on a notre meilleur chum qu'on connaît depuis qu'on a 2 ans, tu sais, qui est les États-Unis, avec qui on travaille, avec qui on a fait les 100 coups, puis d'un coup, il te backstab, tu sais, puis là, genre, faut que tu fasses quelque chose. Tu sais, tu peux pas attendre que ça réarrive, en fait. Fait que je pense que c'est ça que j'aimerais peut-être, tu sais, sur la note sur laquelle j'aimerais finir, c'est qu'on a une opportunité, en fait, aujourd'hui, de faire différemment les choses, et on a une super belle économie canadienne, puis je pense canadienne parce qu'il faut voir plus loin que le Québec, encore une fois, parce que c'est une occasion unique d'être soudés tous ensemble dans toutes les provinces, puis de venir créer l'économie de demain pour le Canada, pour nos enfants, pour tout ça. Fait que voilà, c'est une opportunité plus qu'autre chose. Plus qu'autre chose. Écoute, Adrien, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Je te remercie sincèrement. Oui, tu as un chandail jaune, mais tu as un vent de fraîcheur. Tu amènes du soleil dans nos vies. Merci d'exister, merci d'être là, merci de contribuer à autant de gens. Moi, je parle comme nouvel talent dans ton organisation. L'approche humaine et authentique que tu as avec toutes nous, elle est extraordinaire. Alors, longue vie à ADN Conférence. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me touche énormément. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.